Merci de votre fidélité, merci de commenter, de partager cette émission. Dites-nous vraiment ce que vous en pensez et toujours avec évidemment des commentaires constructifs et bienveillants, hein, c'est important. Je suis ravi d'accueillir Violetta. Peut-être que vous ne la connaissez pas, peut-être que certains ont déjà assisté à ce qu'elle préconise et l'accompagnement qu'elle vous propose. Si vous ne la connaissez pas, c'est le moment de faire une très belle rencontre. Bonjour Violetta. Bonjour Marc. Quel bonheur. Merci. Et vous êtes rayonnante et je vais vous dire, quand vous rentrez dans le studio, oui. On sent qu'il y a quelque chose. Superbe. C'est le but du sujet. Hein, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de dire je suis chamane? Non, pas vraiment. Hein, pas vraiment. Pas vraiment, parce que même au Brésil, quand je suis arrivée, on me disait vous savez, una bruja. Una bruja, c'est une sorcière. Et donc, malheureusement, chaman, même en France, vous êtes chaman, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du feu là, avec de la fumée, vous transformez les gens en crapauds? Non. Non. C'est vrai qu'on a cette image. Il y a beaucoup de gens qui ont une image comme ça, assez péjorative. Hein. Assez péjorative, parce qu'en fait, en France, je me suis rendu compte, là, après mon petit tour de France, ces derniers 3 mois, Aveyron, Terre-Cathare, le Nord, Vézelay, Lourdes, Chartres, j'ai terminé la semaine dernière. Certaines personnes sont ouvertes au chamanisme, comprennent qu'on est là pour les ramener vers la terre. Hein. Les peuples premiers en Amérique du Sud et au Brésil disent « la terre est mon corps ». L'eau est mon sang, l'air est mon souffle, et le feu, mon esprit. Mais ça, on l'a oublié. Nos ancêtres celtes, les druides, les druidesses pratiquaient ça. Donc oui, il y a un petit a priori sur ce qu'on fait. Mais en fait, le chamanisme, on est tous des chamans en action. Si on est là, connecté avec la terre, qu'on aime la terre et qu'on vit avec joie, on est des chamans en action. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous commencez en parlant du Brésil, et vous dites, eux aussi vous prennent pour quelque chose d'un peu particulier, si je puis dire? Oui, mais en fait... Parce qu'ils ont l'air beaucoup plus ouverts quand même. Ils sont plus ouverts, mais attention, ils sont plus ouverts quand vous allez à la campagne, au bord de mer, en Amazonie, où vous avez des chamans. Dans les villes, vous savez, les grandes métropoles du Brésil, tout le monde n'est pas encore allé dans la forêt pour faire des cérémonies cacao ou des cérémonies de plantes médecines. Tout ce que je dois dire, c'est que la conscience là-bas est quand même beaucoup plus ouverte qu'en France, qu'ils ont compris l'urgence de l'Amazonie, elle crie, elle pleure. Et donc, moi, dans les ateliers que j'ai là-bas, j'ai des gens de 20 ans jusqu'à 70 ans. Et ce qui est formidable, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes. Alors je dis, allez-y les Français, les Européens, venez, les couples, les hommes, parce que malheureusement, un peu comme aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes. Hein, dans ce grand mouvement de conscience globale, d'ouverture vers la mère Terre, c'est le féminin qui est appelé quand même à changer les choses et ouvrir la conscience. Vous avez parlé de l'Amazonie, je voudrais juste qu'on ouvre une parenthèse qu'on va refermer vite, mais l'Amazonie, j'ai l'impression d'être né avec le problème sur l'Amazonie. Ah oui. Non mais c'est vrai, hein. Et j'ai pas le sentiment qu'on avance. Ah non, c'est de pire en pire en fait, parce que c'est un peu un cercle vicieux, toujours de l'appât. Je dirais, en anglais on dit greed. Le greed, l'appât du gain, voilà. Où en fait c'est un peu une hypocrisie des Européens et des Américains qui achètent les bois précieux, ou les Chinois. Donc à partir du moment où personne n'achète le bois précieux, il n'y a plus à l'utilité, si vous voulez, de couper la forêt. À partir du moment où les Européens, les Américains, les Chinois ou même les Sud-Américains décident de ne plus construire ces grands resorts ou ces centres de vacances au bord des rivières sacrées, des forêts sacrées, on ne le fait plus parce qu'en fait le gouvernement brésilien est content de faire quelques cultures. Oui, ils ont fait du soja, etc. C'est controversé, mais c'est rien comparé à ce qui est fait depuis des années et surtout la sagesse des peuples premiers. Hein. Il en reste beaucoup encore? Oui, il en reste quand même beaucoup. Vous avez des chamans, des Guaranis. D'ailleurs, j'ai amené mon petit maracas Guarani qui est fait, donc vous voyez, avec des graines d'arbres à l'intérieur. En général, c'est peint pour représenter les plumes des oiseaux ou les fleurs pour être connecté avec l'air aussi. Donc il reste encore quand même beaucoup de chamans, beaucoup de femmes, aussi de jeunes femmes, sont de plus en plus actives. Moi, dans mes collègues, j'ai autour de moi 2 hommes, quelqu'un qui chante, qui fait des mantras avec un orgue et puis une guitare, et puis des femmes chamanes avec le tambour, qui sont petites, toutes menues, mais très fortes. Qui envoient, qui envoient comme on dit. Voilà. On va voir votre parcours de vie, Violetta, parce que c'est très intéressant de voir d'où vous venez, quel a été
le procédé, si je puis dire, qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous incarnez aujourd'hui, ce que vous avez envie de propager. Mais alors, on demande souvent à ceux et celles qui s'installent sur les canapés de nous donner une phrase qui pourrait résumer, synthétiser votre action. Et vous dites: moi, je suis là pour la réconciliation profonde des cœurs et la transmutation des douleurs transgénérationnelles. Tous les mots sont dits: réconciliation, cœur, transmutation, transgénérationnelle. Ouais. Bon, en fait, Marc, le gros problème de l'humanité, c'est que petit à petit, la société, depuis qu'on est tout petit, a tendance à nous mettre un petit peu sur des rails, tous. Chaque humain est très différent, mais on va tous sur les mêmes rails, on va tous dans les mêmes écoles, on apprend tous la même chose. Et ça, c'est international. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu donc 15 ans aux États-Unis, 15 ans en Amérique du Sud, j'ai voyagé en Asie, beaucoup en Europe. C'est tout à peu près le même modèle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait petit à petit? On ferme notre cœur. Là-dessus se mettent les blessures que vous vivez quand vous êtes enfant. Et puis, si vous n'avez pas encore pardonné à vos parents, je vous dis, faites-le. Pardonnez à vos parents, il n'est jamais trop tard parce qu'ils agissent à leur niveau de conscience au moment donné. Et donc, ce cœur se ferme. On a les blessures de quoi? D'abandon, d'humiliation, de rejet. Et ça, en fait, ça crée des ouvertures dans le cœur. Vous savez, quand vous tombez, quand vous êtes petit, vous faites de la trottinette. Là, je voyais des petits enfants en sortant du métro faire de la trottinette. Vous tombez, vous faites mal aux genoux, aux coudes. En fait, les blessures de cœur, ça fait exactement la même chose. Ça fait une ouverture. Et puis, si vous ne mettez pas, un désinfectant, ça va s'infecter de plus en plus. Ou alors, vous allez mettre un petit pansement. Vous mettez un petit pansement. Oh, là, ça va mieux. J'ai mis mon petit pansement. On va attendre quelques années jusqu'à la prochaine blessure. Et pof, ça se rouvre, ça se réinfecte. Donc, voilà. Est-ce que c'est pour vous une des raisons qui expliquerait pourquoi ce monde marche un peu sur la tête? Complètement, oui, c'est la belle parole des agriculteurs. D'ailleurs, j'étais dans les Landes chez mes parents et ils avaient inversé tous les panneaux de signalisation. Je demande à mes parents, elle me dit, oui, on marche sur la tête. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, on marche sur la tête parce qu'en fait, c'est au-delà très subliminal. On marche qu'avec le mental. On a oublié, si vous voulez, que quand on est bien ancré sur la mère Terre, on est comme des arbres. D'ailleurs, mes collègues brésiliens et les grands chamans brésiliens vous disent: mettez vos pieds sur la terre, ancrez vos jambes sur la terre et tournez vos mains vers le ciel, comme un arbre en fait. Et là, vous êtes connecté avec le cœur de la terre qui a notre battement de cœur. Quand vous êtes connecté avec le battement de cœur de la terre, votre cœur est en symbiose, il est en synchronicité. Donc c'est vrai qu'il faut réapprendre à écouter son cœur, le soulager. D'ailleurs, dans mes pratiques, j'utilise beaucoup la méditation de la rose, qui était utilisée dans les temps anciens par Marie-Magdeleine et tout ce qu'on appelle le mouvement de conscience des Magdeleines. Et je fais visualiser bien souvent à mes clients la tige de la rose avec les épines. Donc les épines sont vos obstacles de vie, vos blessures, qui petit à petit vont s'arrondir, donc elles vous font moins mal et puis elles vont tomber petit à petit. Et puis ce bouton de rose, et j'aime beaucoup l'image de la rose et des fleurs en général, qui s'ouvre petit à petit. Et qui s'ouvre vers quoi? Vers votre conscience. C'est la même chose que l'allégorie du lotus pour l'Est, oui, où vous êtes les pieds dans la boue, quand même pendant un petit bout de temps, avant de pouvoir voir la lumière à nouveau et puis vous régénérer. Mais c'est là où il y a presque un paradoxe, parce qu'on parle de ce monde dans lequel on est a bien les pieds sur terre, nous sommes des humains et nous vivons de cette manière-là, oui, et on dit ce monde marche sur la tête. Et paradoxalement, il y a une ouverture, on sent que les consciences changent, qu'il y a, oui, beaucoup de gens qui prennent conscience qu'il faut faire évoluer les choses, même dès tout petit, avec une éducation différente, avec une approche différente. Il y a ce paradoxe-là. Oui, oui, oui. Entre les deux, mais en fait, que fait le chamanisme? Et donc moi j'ai une pratique de Mongolie, j'ai une ancêtre russe sibérienne, et donc j'ai été initiée par un grand maître chaman de Mongolie. Donc j'ai dans mon ADN du son de Mongolie de millions, milliers d'années. Non mais sérieusement, c'est la classe. Je trouve. Non mais quelqu'un qui est comme ça, qui est habité, oui, par du sang mongol et tout, on se dit ouais, c'est quand même la classe. Donc se rappeler que tous ici, nous marchons, ouais, avec nos ancêtres. Les miens sont ici avec moi, les vôtres sont ici avec vous, qu'on les appelle nos guides, nos ancêtres. Alors attention,
faisons une distinction entre nos ancêtres qui ont souffert et qui se trouvent souvent dans des zones, on va dire entre guillemets, pas très cool, hein, de l'autre côté, et les ancêtres qui ont évolué, qui sont dans une zone illuminée, bodhisattva, pardon total, maître ascendant, comme vous voulez. Donc en fait, dans le chamanisme de Mongolie, on arrive, si vous voulez, à incorporer en général un ancêtre comme ça qui est dans notre lignée. Hein, c'est pas par hasard, on n'est pas tous appelés à être en état de transe. Et donc, cette réconciliation, elle se fait automatiquement. Votre guide entre en vous et vous servez les autres pour le bien de l'humanité. Donc ce pont en conscience, ben, il se fait quand je suis là ici avec vous et que je vais partager avec vous. Il se fait quand je suis dans le métro. Tout à l'heure, je partageais que quelqu'un s'était jeté sous un métro. Hop, tout de suite, je fais un mantra, je pardonne, pour que les gens qui soient là soient apaisés. Parce que quand vous entendez ces messages, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété. Et là, Dieu sait que je n'ai pas passé beaucoup de temps à Paris, mais ça fait seulement à peine une semaine que je suis là. Et vous ressentez ça, cette pression. Hein. Cette pression, cette angoisse, cette anxiété. Et le manque de sourire, alors l'intelligence artificielle y fait, hein. Beaucoup de gens sont maintenant sur leur téléphone. Donc moi, je n'ai pas mon téléphone, je souris aux gens, je dis bonjour, les gens sont étonnés quand je leur souris. Échangeons ne serait-ce qu'un sourire. Alors, est-ce que vous avez appris à être comme ça ou c'est véritablement votre nature incarnée? Je pense que j'ai toujours été une petite fille joyeuse. Sachez qu'en fait, tous les petits-enfants de 0 à 6-7 ans, hein, sont là avec ce qu'ils appellent leurs amis imaginaires. D'accord ? On les oublie, on les restreint, on les met dans des petites boîtes quand on arrive à l'école. Ces amis imaginaires, qu'on les appelle des fées, des gnomes, nos ancêtres illuminés, sont là. Et ils sont là tout le temps pour nous guider, pour nous ramener dans cette joie de cœur. Bien sûr, c'est un chemin. J'ai eu mon parcours, j'ai eu des obstacles. Je suis passée par un divorce, une mort imminente. Mais j'ai eu la chance, justement, avec cette mort imminente, de passer de l'autre côté. Et de voir. Et de voir et de sentir percevoir, dans mon corps. Bien sûr, bien sûr. Parce que pourquoi on a cette angoisse, cette tristesse et cette anxiété ici sur Terre, c'est qu'on ne sait pas ce qui nous attend après. Hein? Et quand on a cette incertitude, c'est le propre de l'humain. On est un esprit qui vit dans un corps. Alors, on a toutes nos émotions qui sont là pour nous chambouler. Donc, à nous de nous concentrer avec des pratiques, justement, de bain, de méditation, de yoga, de chamanisme. Moi, je conseille à tout le monde de s'acheter un petit tambour ou ne serait-ce qu'une petite maracas. Puis quand vous rentrez chez vous, hein, que vous avez une journée chargée ou qu'il est arrivé quelque chose, hop, vous faites un petit bain de tambour. Ça vous reconcentre dans votre cœur, ça allège un petit peu tous les soucis de la journée. Et puis à nouveau, vous touchez votre essence. Mais ça sans initiation ? Mais totalement sans initiation. Pourquoi? Parce que le tambour, c'est le rythme du cœur de la terre. D'accord? Intuitivement, si vous avez une petite maracas, je vous assure qu'intuitivement, vous pouvez passer peut-être 15 minutes, une demi-heure. Au bout d'un moment, vous allez connecter. Si vous êtes vraiment calme et que vous lâchez un petit peu le mental, vous allez reconnecter avec votre essence intérieure et reconnecter avec ce centre de la Terre. Bien sûr, en accompagnant les gens en groupe, la stimulation est plus exponentielle. Mais je dis que si chacun recouvrait ces éléments, hein, de terre, c'est-à-dire vous avez un petit pot de fleurs dans un appartement, vous mettez les mains dans la terre quand vous arrivez du travail. Là, hop, je connecte avec la mère terre. Gratitude, gratitude, c'est ce que je n'entends pas ici en France. Au Brésil, on a un très beau mot pour la gratitude, on dit gratidão. Au lieu de dire merci, qui peut être obrigado, obrigada, la plupart de mes collègues, des gens que je rencontre dans les cafés, les magasins, vous disent gratidão. C'est-à-dire, mon cœur salue ton cœur avec de la gratitude. Mon cœur salue ce thé avec gratitude. Non seulement le thé, la tasse, la personne qui a fabriqué la tasse, la personne qui l'a transporté, le thé qui a été cueilli, le thé qui a été baigné par le soleil, par l'eau, par les tempêtes aussi. Les tempêtes font partie de la vie. Hein. Si vous regardez les grandes marées, la mer vient, la mer se déchaîne, la mer est calme. Mais nos tempêtes, ce sont nos obstacles de vie, hein, nos émotions qui peuvent être un jour en marée haute ou en marée basse. Et donc, moi, je conseille
au plus grand nombre. Et essayez, même en étant en ville, passer un petit temps, un petit moment à l'heure du déjeuner dans un square. Hein, la plupart des endroits dans Paris ont un petit square. Moi, j'ai fait beaucoup de squares où j'embrasse les arbres, alors les gens me regardent interloqués. Oui. Hein, vous imaginez, dans un square de Paris, je souris et en fait, je stimule l'intérêt. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Ben là, je me repose, je connecte avec l'arbre, ça me fait du bien. Vous voulez le faire aussi? Beaucoup de gens vont s'approcher, vont peut-être pas mettre leur cœur sur le tronc d'arbre, mais vont simplement mettre la main. Et quand vous mettez la main sur un arbre, eh ben vous vous reconnectez à votre essence pure, vous vous reconnectez à la terre, et ça, c'est accessible à tous. J'ai toujours une pensée, parce que dans votre parcours de vie, vous avez parlé de cette petite fille qui a voulu très tôt, vous dites, quitter la France, parce que visiblement cet hexagone, vous y sentiez peut-être un petit peu étriqué, c'était peut-être pas nécessairement les espaces dont vous aviez besoin. Tout à fait. Bah, depuis petite, en fait, oui, j'avais beaucoup de rêves. Alors en anglais, on dit vivid dreams, alors c'est-à-dire des rêves illuminés ou très arc-en-ciel, là, comme vos décorations. Et puis j'ai commencé à rêver du Machu Picchu, j'ai commencé à rêver de grands espaces dans la Pampa, etc. Et je me disais, où sont ces espaces? Et en fait, quand j'ai commencé des études de langue à la Sorbonne, en anglais et en espagnol, alors là, j'ai rencontré des professeurs sud-américains et je me suis dit, oh là là, mais j'ai envie de connaître ces espaces, des professeurs américains, j'ai envie de connaître cette nature gigantesque. Et je pense qu'au-delà, si vous voulez, des langues et des cultures, c'était vraiment cette nature immense qui m'appelait. Et c'est ce qui me manque quand je reviens à Paris. Je n'ai pas d'horizon. Oui, c'est sûr. Voilà, hein, l'horizon 360 degrés. Et ça vous fait ça dans toutes les métropoles? Maintenant, oui. En fait, jusqu'à il y a encore, je dirais, jusqu'à 2017, j'arrivais à Paris et j'avais un sentiment de bien-être parce que, bon, j'avais un petit côté nostalgique. À chaque fois, je revenais à la maison, ça me faisait du bien. Mais je dirais que depuis, en fait, dès que j'arrive le premier jour, j'ai une migraine, vraiment un mal de tête. Je sens l'acidité de l'air. Donc, je peux percevoir ce que je respire et ce que tout le monde respire. Et donc, je dirais que forcément, quand vous respirez du gaz carbonique, et puis cette acidité qui est un mélange certainement de tous les produits toxiques qui sont autour, ben votre corps a du mal, si vous voulez, les cellules ont du mal quand même à digérer ça. Hein. Mais ceci dit, quand vous êtes dans des grandes métropoles, en dehors de Paris, vous devez avoir effectivement la même sensation, parce que pour le coup, il n'y a pas que Paris qui a ce taux de, de pollution. Je crois qu'au sommet, pour le moment, c'est Washington, parce que mes enfants habitent encore aux alentours de Washington. Quand j'arrive à Washington, j'ai l'impression d'avoir un bloc de béton qui me tombe dessus. Ouais. Et ça, c'est pas dû seulement, si vous voulez, on va dire entre guillemets, à la pollution. Ouais. J'arrive à percevoir maintenant qu'en fait, la pollution des pensées et des émotions humaines est bien plus lourde que la pollution de produits chimiques, de nucléaire, de ce que vous voulez. Et ça, si vous voulez, quand on fait ce qu'on appelle des shamanic journey ou des voyages chamaniques, los viajes chamánicos, vous êtes avec votre tambour en tant que chaman, connecté avec la terre, vous connectez avec le cosmos. Vous arrivez au-dessus de la Terre, on peut avoir cette vision quand on a été initié, bien sûr, et quand j'initie un groupe. Et en groupe, on a un bon momentum. Vous arrivez à voir ce que vous appelez la couche d'ozone, mais qui n'est pas vraiment la couche. Bien sûr, vous avez une couche d'ozone, mais au-dessus, vous avez une couche de pensée négatives qui sont là et qui bloquent les rayons du soleil, et qui bloquent l'oxygène, et qui bloquent le fonctionnement naturel de la Terre. Si vous passez du temps à vous promener dans la forêt, l'arbre ne va pas vous dire « Ah non, aujourd'hui, tu n'es pas très sympa, tu es plutôt moche aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Vous voyez ce que je veux te dire? « Oh là là, non mais moi je ne me sens pas bien, ma sève ne va pas monter jusqu'en haut aujourd'hui, je vais la laisser en bas. » Donc, voilà, se promener dans la forêt, reconnecter avec les éléments essentiels pour que, à chaque moment où votre pensée va glisser vers quelque chose de... Bon, on peut l'appeler négatif, on peut l'appeler non aligné, avec l'amour. Parce que cette réconciliation du cœur, l'amour, vous avez bien sûr l'amour humain. D'ailleurs, j'ai rencontré un homme de 90 ans qui est devenu mon client là, sur mon parcours en France, et qui me disait « Violetta, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'amour. »
Ça m'a fait rire. 90 ans, je me suis dit, bah, jamais trop tard. Absolument. Hein. Absolument. Mais je lui disais, Marc, mais tu as passé du temps dans des ashrams en Inde avec Ramdas, imaginez, à réciter des mantras, etc. Tu sais très bien que l'amour divin, ce n'est pas quelque chose de palpable. Tu n'as pas besoin de toucher une femme ou d'avoir un câlin pour vivre l'amour divin. Alors l'amour divin, bien sûr qu'il est accessible à tous, mais il faut se donner les moyens d'y accéder. Je ne vais pas faire ça. Vous allez être là en faisant un stage d'un week-end et pof, vous allez être illuminé par l'amour divin. Ça prend du temps, évidemment. Il faut de la patience. On va voir votre accompagnement, est-ce que vous préconisez, de quelle manière vous le faites. Mais je disais tout à l'heure, j'ai une pensée, parce que vous avez travaillé dans un grand groupe hôtelier, Oui. un groupe dans une agence de voyage. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, vos anciens collègues savent ce que vous faites, qui vous êtes? Ah, c'est intéressant. En fait, j'ai revu une de mes anciennes collègues qui était devenue une amie récemment, et on s'était perdu de vue. Et en fait, elle m'a posé plein de questions. Eh oui. Et la première chose qu'elle m'a dit, tu pourrais me faire une petite session là pour me relaxer. Donc voilà, ça c'est la magie. Parce que partout où je vais, je suis avec mon tambour chamanique, avec ma tunique. Et là, bon, j'ai une petite partie de... Alors vous allez nous expliquer. Oui. Allez-y, décrivez-nous ce que c'est. Donc, alors ça, c'est un toli. Et vous le voyez avec mes cheveux. Donc, je suis le loup gris. Hein la louve grise. Donc, mon totem, hein, le loup. Le loup qui aime parcourir seul pour chercher son chemin, mais qui revient toujours au groupe. Et il est là pour revenir illuminer ce groupe, pour revenir partager sa sagesse avec ce groupe. Mais il a besoin de passer du temps seul. Et ça, j'avoue que dans la pratique chamanique, c'est quelque chose de nécessaire et que j'invite tous les gens qui, j'espère, viendront nous rejoindre au Brésil lors de cérémonies, de passer du temps seul, que ce soit en ville ou dans la nature, mais seul. Passez du temps seul, retrouvez-vous, parlez à votre cœur. Et donc là, la tunique, c'est une tunique qui vient de Mongolie également, avec laquelle j'ai été initiée. Donc ça, c'est un toli. Le bleu, pour les chamans de Mongolie, c'est ce qu'on appelle le tengri. Le tengri, c'est le ciel éternel, ou le grand esprit. Voilà. Alors, vous avez été... Alors, est-ce qu'on dit intronisé ? C'est intéressant parce que je ne me suis pas posé la question en français, en fait. Intronisé, intronisé ou incorporé par des chamans, des maîtres. Oui. Hein. Et alors, il y a dans le chamanisme, et on en a reçu beaucoup des gens ici, des gens qui vous disent qu'il n'y a pas nécessairement l'obligation de cela pour être officiellement un chaman. Non, pas du tout, parce que ça, c'est particulier. Bon, on va dire, c'est particulier à la pratique chamanique de Mongolie. Ceci étant, l'heure de la vérité est arrivée. Il ne faut pas se mentir, moi j'ai rencontré les premiers peuples sacrés, j'avais 26 ans lorsque j'ai plié bagage de Paris, j'ai tout laissé et je suis partie au Venezuela. Et là, mon prénom de naissance légale est Violaine, donc j'avais déjà le violet. Et dès que je suis arrivée, ils n'arrivaient pas à prononcer mon nom, mais ils m'ont dit « Tu te llamas Violeta, tu t'appelles Violeta ». Je dis « Ah oui, pourquoi ?» Et là, j'ai compris quelques années plus tard que mon aura et violette et qu'ils arrivaient à voir mon aura. Nous avons tous une aura de couleur sur le spectrum arc-en-ciel. D'ailleurs, la vôtre est plutôt verte dorée, Marc. Voilà. Merci. Je ne savais pas. Bon, ça va alors. Donc, et c'est bien ou c'est pas bien? Ça va? Vert, vous êtes connecté à la terre et au chakra du cœur. Et puis bien. Le doré, votre plexus solaire. Donc, vous avez de la volonté d'avancer. Vous êtes focalisé sur vos projets. Bravo. D'accord, merci. Voilà. C'est le mot qu'on puisse dire. C'est bien, vous impactez les gens que vous recevez et vous impactez au travers des émissions. Des émissions, on essaie en tout cas de propager les choses. Donc, le chaman... Faut-il ou pas? On doit passer par une initiation d'un maître chaman pour être reconnu chaman. Vous n'allez pas faire un stage d'une semaine ou d'un mois pour devenir chaman. Je suis sur ce chemin depuis 26 ans. D'accord. J'ai été reconnue par un chaman du Pérou, c'était en 2013, 2014, qui m'a initiée pendant 5 ans
c'est-à-dire avec des pratiques chamaniques du Pérou, de Cusco, un grand chaman à qui je rends hommage, Don Teo Paredes, qui est archéologue, et qui d'abord vous fait passer par un bon nettoyage. Et ça, je peux vous dire, mesdames, messieurs, mes frères et sœurs, que vous avez chanté. Que j'ai chanté, c'est-à-dire oui, que c'est passé par des vomissements après chaque session. Et sans prendre de la plante médecine, qu'on appelle maintenant ayahuasca ou autre. Donc après chaque session, c'était des vomissements pendant des semaines, des nausées, des mal de tête, des maux qui se réveillent dans les articulations, parce qu'en fait, les traumatismes transgénérationnels sont bien souvent dans nos épaules, dans nos coudes, dans nos chevilles, dans nos genoux, beaucoup dans les genoux, dans le dos. Et donc, il faut d'abord se nettoyer pour pouvoir guérir les autres. Donc, moi, je dis, il est illusoire de croire que vous allez venir à un de mes stages et que vous allez en ressortir chaman. Vous pouvez avoir un appel, une reconnaissance de vos guides, mais ensuite, le chemin est long avant de pouvoir être reconnu par un maître et de dire, là maintenant, tu es prête à guérir. Est-ce que vous avez, vous, la possibilité de décréter que quelqu'un est chaman ? Ah, ça, c'est une question forte. J'ai la possibilité de reconnaître le potentiel d'une âme qui a choisi d'être chamane sur Terre. D'accord ? Est-ce que cette âme fera, c'est le cas de le dire en son âme et conscience, le chemin pour y arriver ? C'est à elle de choisir. Oui, mais si quelqu'un vient dans vos stages et vous dit « Moi, je veux suivre l'initiation », pour avoir le titre officiel de chaman comme vous l'avez vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez la possibilité de le faire ? J'ai la possibilité de le faire, mais ça veut dire que cette personne devra passer par des années et des années d'initiation. Et qu'à la fin, il faudra qu'elle passe beaucoup d'obstacles dans le physique, dans le mental, dans le spirituel, dans l'émotionnel. Et ça veut dire que c'est un engagement. On peut être reconnu, par exemple, il y a quelques jeunes hommes au Brésil qui me suivent là depuis 6 mois et qui me disent alors quand reviens-tu, j'ai envie d'apprendre avec toi, j'ai envie d'initier. Donc en anglais on appelle ça du mentorship, on devient un mentor. Et oui, quand il y a vraiment un appel de cette personne et que moi je reconnais dans cette âme un frère ou une sœur qui est appelé à la guérison et qui, quand cette personne en général, comment vous allez le reconnaître? Un chaman vous reconnaît, il va vous toucher au cœur. Et il y a une reconnaissance automatique. Je me souviens quand j'ai rencontré Don Teo Paredes du Pérou, il m'a touché au cœur. Juste avec sa présence, il a fait un hochement de tête. Et j'ai compris à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais devenir ou être reconnue guérisseuse, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et quand j'ai rencontré Biamba Dolch, mon maître chaman de Mongolie, je suis arrivée on était un groupe, au moins d'une quinzaine de personnes. Ils avaient préparé un feu. Et là, il me montre du doigt, puis il me fait ça, mais sans parler. Et puis il me dit, voilà, genoue-toi près du feu. Puis on a tout un rituel en Mongolie, vous l'avez vu dans le beau film d'Etugen, je rends hommage à Arnaud Rioux, où on prépare le feu en Mongolie, on met de l'huile, du beurre, on chante, etc. Et en fait, je m'approche du feu, et là je commence à chanter naturellement au feu. Le feu commence à se transformer, donc des serpents, des dragons, etc. Et là, j'ai été incorporée, ma voix a commencé à changer. Et tout ce qu'il faisait, c'était me regarder et puis chanter dans un chant mongol. Et à la fin du stage, donc personne d'autre dans le stage a pu incorporer un guide. J'étais la seule à ce moment-là. Donc, merci à mon guide illuminé et merci à Biamba Dolch. C'est ce qu'on appelle en anglais « to be at the right place at the right time », n'est-ce pas? Je crois que c'était le bon moment, bon endroit. Hein. Oui, bien sûr. Les synchronicités qui vous amènent à rencontrer un maître comme ça. Et donc là, il y a une reconnaissance, forcément. Et à la fin du stage, il restait cette plaque avec le loup. Puis il me regarde et puis il me dit de regarder derrière moi. Il y avait une grande table. Et il me dit...
Et donc, Wow. j'ai mis la plaque du loup. Et le loup, vraiment, est un grand symbole chamanique parce que c'est l'esprit de la tribu, l'esprit de l'entraide. Et pour les chamans de Mongolie, vous les voyez souvent d'ailleurs avec des peaux de loup. Dans le film d'Etugen, ce jeune chaman a une peau de loup sur lui. Le loup vous aide à voyager aussi. Puis le loup, en fait, a beaucoup de stamina. Hein, il peut courir pendant longtemps. Donc cette reconnaissance du chaman, je peux la vivre. Je peux vous inviter, vous, Marc, à venir pendant un stage. Et vous pouvez sentir quelque chose qui se passe dans votre cœur, dans votre corps, qui fera un déclic en disant bah, j'ai peut-être l'option de devenir guérisseur. Que ça s'appelle chaman après, médium, naturopathe, ce que vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a une reconnaissance dans la guérison. Est-ce que lorsque vous prenez l'avion de retour Oui. pour rentrer chez vous, vous êtes différente après cette cérémonie et cette officialisation par le maître chaman? Est-ce que vous rentrez dans l'avion et vous vous dites waouh? Oui, bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai senti dans mon corps, parce qu'en fait, j'ai une boule d'énergie, ou ce qu'on appelle une boule de chi, hein, dans le langage, en haut de la cuisse droite. Et en fait, le traducteur du chaman, parce qu'à cette époque, j'étais aux États-Unis, et ils étaient venus à New York pour la première fois de leur vie, et que je sache, il n'est jamais ressorti de Mongolie depuis. Donc j'ai eu la chance, une fois dans ma vie, de rencontrer Biamba Dorch, qui est le maître chaman de la cérémonie nationale du solstice d'été en Mongolie. Et donc il parle avec le jeune traducteur Zolo, Zolbayar. Et puis Zolo me dit, je vais devoir venir avec toi à Washington. Je lui dis, ah bon? Oui, je vais devoir venir avec toi. Je ne pose pas de questions. Et en fait, il m'a accompagnée, il est resté avec moi pendant une semaine. Et quand je suis arrivée chez moi, on avait conduit quand même de New York à Washington, ça faisait un petit bout. Je sors de la voiture et là, je commençais à avoir une douleur dans la jambe droite. Et là, je commence à boiter. Et je sentais en fait vraiment une boule comme une balle de tennis en haut de ma jambe droite. Et j'ai boité pendant 15 jours. Au bout d'une semaine, Zolo était là. Il m'a fait de l'énergie, de la guérison, etc. On a beaucoup parlé. Et puis donc petit à petit, ça s'est estompé. Hein. Donc voilà, ce n'est pas pour le chemin du chaman, n'est pas pour les faibles. Il faut être prêt à vivre la douleur dans son corps et à reconnaître avec la foi que ça fait partie du chemin. Parce que si je m'étais dit, bah, je vais prendre un Doliprane pour que ça passe, on comprend bien que là, non. Hein. Vous êtes là avec cette douleur et vous devez comprendre que vous êtes en train de passer par un grand phénomène de guérison, mais qui va non seulement vous servir les 7 générations derrière vous, les 7 prochaines devant vous, parce que ça, c'est quand même la grande bénédiction du chamanisme. C'est la seule pratique, une des rares pratiques, qui peut remonter jusqu'à 7 générations derrière vous dans le transgénérationnel et guérison du cœur profonde, et qui peut impacter les 7 prochaines. Donc vous imaginez, ça fait quand même plusieurs siècles devant nous que l'on peut transformer. Ça veut dire que votre fils et votre fille sont ravis déjà. Sont ravis, ils sont peut-être pas tout le temps ravis, ou ils ne comprennent pas forcément ce que je fais, mais ils posent des questions. Et j'ai remarqué qu'en fait, quand ils doivent prendre une décision importante, ils m'appellent et ils me disent, qu'est-ce que tu en penses là? Tu pourrais, mon fils me dit tout le temps, tu pourrais m'envoyer du bon juju. Du bon juju, en anglais, on dit c'est de la bonne énergie. Ou tu pourrais les prier, tu pourrais faire un peu de tambour. Donc il y a quelque chose qui se passe de toute façon, même si on n'en est pas conscient. Et ça, c'est ce que j'appelle l'alchimie du cœur. Et cette alchimie du cœur que vous font vivre effectivement ces maîtres spirituels, ces maîtres initiateurs, et lorsque vous êtes consacré chaman, donc officiellement, quand vous revenez, j'allais dire presque les pieds sur terre, dans une vie de quotidien, allez faire vos courses, payer vos impôts. Non mais vous voyez ce que je veux dire, le truc le plus banal du monde, il doit y avoir un gouffre entre les deux. La transition doit être compliquée. Ah oui, même. Total. Parce que là, en fait, pendant que je faisais l'initiation avec mon maître du Pérou,
j'arrivais, même si la transition à chaque fois était difficile, hein, ça prenait des semaines, mais là, après l'initiation avec le maître chaman de Mongolie, je suis passée à l'étape supérieure et effectivement, pendant plusieurs semaines, j'étais un peu dans ce qu'on appelle un état de lévitation. J'étais ici, mais pas ici. Et là, en fait, son traducteur, Zolo, m'a dit, maintenant, il va falloir que tu te poses une grande question. Tu es chaman, tu représentes la femme blanche en Occident, qui va guérir. Et donc, il faut que tu fasses un vœu. Et là, je peux vous dire, quand vous faites ce vœu, vous devez y aller avec tout votre cœur et votre foi. Et j'imagine que vous n'avez pas le droit de le dire. Ben, ce vœu, je peux le formuler d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est un vœu pour servir. Pour servir qui? Notre mère Terre. Mais c'est un vœu qui va au-delà. Ce vœu que j'ai dû formuler avec lui, c'est que mon mind, body, spirit, c'est-à-dire en français votre essence, hein, corporelle, mentale, émotionnelle et spirituelle, doit être alignée avec votre mission. Et là, vous vous posez 3 questions importantes que vous tous aujourd'hui qui nous regardez ou nous regarderez, pouvez vous poser quand vous aurez une idée de votre mission. Où vais-je incarner ma mission au mieux? Avec qui? Et comment vais-je l'incarner? Donc, où l'emplacement géographique, et ça, je l'ai ressenti beaucoup en France. J'ai vu tellement de gens malheureux où ils vivent. Même à la campagne, vous avez les montagnes, vous avez la mer, la nature, mais les gens ne voient pas la nature ou les bénédictions de la nature. Donc, choisissez l'endroit qui va vous rendre heureux, qui va comment dire, stimuler votre sensibilité. Vous vous réveillez le matin, vous entendez les oiseaux, ou même si c'est en ville, que votre atmosphère de vie soit agréable, que vous ayez à vous recréer un cocon. Donc votre lieu de vie est important. Ce que vous faites tous les jours, parce que le chamanisme, ça veut dire une pratique. Tous les matins, je me lève en répétant des mantras, déjà pour éclaircir mon mental, s'il a tendance à aller un petit peu de tous les côtés ou tendance à aller vers la négativité. Ensuite, je fais en général une demi-heure de yoga, je médite tous les jours et je commence enfin ma journée. Donc, ça, c'est une discipline naturelle, que ce soit du yoga, de la respiration, du tai chi, du qigong, ce que vous voulez. Mais vraiment, je conseille à tous, commencer par une discipline matinale où vous allez vous donner de l'amour. Et si on doit se rappeler d'un message dans le chamanisme, c'est qu'on ne peut pas attendre en tant qu'humain de l'amour humain quand la plupart des humains ne savent pas ce qu'est l'amour. L'amour divin, c'est un état de conscience. Ce n'est pas quelque chose que je vais vivre avec vous, Marc, avec mes amis, avec mes parents, avec mes enfants. Éventuellement, je vais y arriver, mais c'est un état de conscience. C'est quelque chose dans lequel je baigne et auquel je peux accéder, qui fait que l'amour en moi ne peut en aucun cas être interrompu, perturbé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il est immuable. Donc, cultivons l'amour pour soi avant de chercher l'amour ailleurs. Vous savez que parfois, ce discours, il est entendable, il est beau, merci. Il est puissant et il paraît parfois tellement abstrait ou une sorte d'Everest, comme ça, quand on est face à ce truc où on se dit cet amour inconditionnel, cet amour divin dont on nous parle en permanence, des gens vont mettre une vie à chercher. Oui, j'ai la chance et j'estime que c'est une grande chance de l'avoir trouvé. Je pense que c'est vrai, oui. Voilà. Vous avez raison. Il est vrai qu'il est accessible à tous à partir du moment où on le désire profondément. Et quand j'ai fait ce vœu, et 1 an après, j'ai dit à mes enfants, je vais devoir partir de Washington. Je vais devoir laisser mon job. Ma vie, je vais devoir laisser mon appartement. Et je dois demander au grand esprit,
et à mes guides où je vais servir au mieux. Et je suis d'ailleurs en train de terminer un livre qui sera publié cet été. Là, j'ai dû commencer à m'ouvrir aux signes. Et je pensais, en tant que petite Française sympa, bah, ils vont bien me renvoyer en France, hein, vous allez être sympa, mes guides, là. Vous allez me renvoyer en France. Bah, j'avais cette petite nostalgie, je vais retourner dans ma terre natale, ce serait sympa. Bah, pas du tout, j'ai commencé à recevoir beaucoup de signes en portugais. Mais là, je me suis dit, vous voyez, on va retomber un peu dans ma zone de confort. Le Portugal, c'est pas loin de la France. Mes parents vieillissent, je reverrai mes amis. Oh, c'est sympa. Et en fait, vous verrez les détails quand le livre paraîtra. Ouais. Il s'est avéré qu'on m'a complètement dirigée vers le Brésil, dans un pays que je ne connaissais pas. J'avais vécu en Amérique du Sud, mais jamais au Brésil. Je ne connaissais personne. Et je suis allée au fin fond du Brésil, Rio Grande do Sul, c'est-à-dire l'état du sud du Brésil, sur une terre sauvage. Mais des terres sauvages comme ça, je pense qu'il n'en reste plus beaucoup dans le monde, donc c'est une bénédiction. Donc j'ai tout quitté et je suis partie seule avec mes 2 valises, mon chat, beaucoup de chamans ou de guérisseurs en général ont un félin. Et avant de partir, j'ai acheté un terrain en plein Covid, au ressenti, avec mon tambour. J'ai connecté avec quelqu'un qui a ressurgi dans ma vie. J'avais passé du temps en Uruguay en tant que diplomate. Et en fait, quelqu'un a ressurgi dans ma vie en m'envoyant des tonnes de signes, des ciels violets, des maisons violettes, des rua violeta, rua da rosa, enfin. Et puis, je me suis lancée au ressenti. Le terrain m'a appelé, la terre m'a appelé. Et là, bien sûr, j'ai envoyé des messages à mes maîtres de Mongolie. Ils m'ont dit, il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu y ailles. Et donc, ça a été ce qu'on appelle en chamanisme une vraie initiation chamanique. Mais est-ce qu'il y a à ce moment-là un sentiment? Est-ce que le sentiment de peur vous habite quand même? Ah, mais complètement. De doute et d'angoisse. Oui, c'est vertigineux quand même. Ah, c'est vertigineux. Pendant 6 mois, j'ai fait des cérémonies du feu, nouvelle lune, pleine lune, pour à chaque fois me donner de l'élan, me donner de la conviction, à chaque fois brûler des papiers, brûler des photos, 30 ans de ma vie que j'ai mis au feu. Mais non. Mais oui. Parce qu'il fallait faire table rase? Il fallait table rase. J'ai gardé, bien sûr, des souvenirs émotionnels. J'ai, chez ma fille, en fait, 3 boîtes de la taille de cette table, toute ma vie, de 30 ans. Dedans, avec quelques décorations, des livres. Ce que j'ai emmené avec moi quand même, ce sont par exemple un bol tibétain, bien sûr mes tambours chamaniques, des livres. Est-ce que cet amour inconditionnel, il n'est pas cher payé quand même? Ah, il est cher payé, bien sûr, mais comment vous expliquer ça? Quand vous arrivez, je vous épargne tous les détails parce que ça n'a pas été une mince affaire quand même. J'imagine. Et que j'ai eu des suées plus d'une fois. Surtout en tant que jeune européenne en partant au Brésil. La folie. Grâce à Dieu, mon talent, ce sont les langues étrangères, donc j'ai pu apprendre le portugais assez facilement. Bien sûr. J'ai les cheveux frisés, donc un peu bronzés, je passe dans le paysage, ça a été. Mais quand j'ai atterri à Porto Alegre, en plus le nom de la ville, le port joyeux, je me suis dit, ça c'est la ville qui me correspond. C'est ça. Quand j'ai atterri là, une ville avec des arbres gigantesques, des fleurs, un parfum, une ville, mais un parfum dans cette ville, je me suis dit, mais je suis à la maison. Alors en fait, ce que je veux expliquer, c'est que nous avons tous un endroit où quand nous allons arriver, votre corps va vous dire « Ah, je suis arrivée à la maison ». Et vous avez ressenti ça quand vous êtes arrivé sur place? J'ai ressenti ça alors que j'avais beaucoup voyagé toute ma vie. Je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. Quelque chose de profond où tous mes sens étaient en alerte. Et je me disais, mais voilà, c'est ça. Bon, après, quand je suis arrivée à l'endroit où j'avais acheté le terrain, c'était une autre histoire parce que c'était vierge, de la terre battue, la maison n'était pas finie, enfin, j'ai dû passer beaucoup d'obstacles. Mais une plage de 200 kilomètres vierge. En face de vous? En face de moi. Des chevaux qui passent dans la rue devant chez moi, libres.
qui viennent brouter l'herbe des jardins autour. Enfin, quelque chose d'absolument hallucinant. Alors, en tout cas, on va parler de votre accompagnement, de la manière dont... là, donc, vous vivez là-bas, alors, pour le coup. Donc, je vis au Au Brésil, Brésil. mais bien sûr, la vie chamane nous oblige à être pas mal nomades. Donc, je vis au Brésil, on va dire plus de 6 mois par an. Ok. Et puis ensuite, je vais là où le grand esprit m'appelle. Et en l'occurrence, je viens de passer 3 mois en France pour amener cette énergie du Brésil en France. Je comprends la transition rude qu'il peut y oui, avoir oui. entre ces grands espaces, les chevaux sauvages, la mer. Oui, donc Hein. là j'ai hâte D'y d'y retourner, retourner, de me m'étonne. ressourcer avant de préparer voilà, les accompagnements. Alors, les accompagnements, justement, quand on fait les accompagnements, parce que vous avez des sessions qui se déroulent au Brésil, vous en avez Oui. qui vont se dérouler en France, ce Oui. sera pour novembre 2024 en France, si je ne m'abuse. Oui, et certainement 2025, on va voir selon nos orientations, bien sûr, on attend toujours hein, le signe. Pour Et venir. quand c'est au Brésil, alors c'est une semaine au Brésil, notamment entre mars et octobre 2024, Oui, exactement. c'est ça? Oui. Donc c'est des groupes, C'est des groupes, on fait principalement des petits groupes. Hein. et on est chez vous? Alors vous êtes logé dans ce qu'on appelle une pousada. Une pousada au Brésil, c'est une petite auberge, hein, un B&B, où vous avez les repas, la chambre, etc. Parce que si vous voulez, en tant que praticien, on ne peut pas héberger les gens Chez chez soi. nous, hein, Oui, chez non. soi. C'est important de dissocier ça. Et quand les gens viennent, il est important aussi qu'ils aient du temps pour intégrer, pour aller se promener au bord de la plage. Donc la plage est à 5 minutes, 10 minutes à pied. Et cette bénédiction qu'il y a près de Bahia, Bahia, c'est la baie de tous les saints. Hein, c'est le seul endroit au monde qu'on appelle comme ça. Donc c'est aussi un endroit très fort en énergie. Nous avons la plage paradisiaque bordée de cocotiers où il fait entre 25 et 30 degrés toute l'année. Et de l'autre côté, nous avons la rivière. Donc nous faisons des cérémonies près de la plage pour l'eau salée, les bénédictions de l'eau salée et de ce qu'on appelle là-bas Yemanya. D'ailleurs, c'est demain, le jour de la mer ou des océans est célébré demain dans toute l'Amérique du Sud. Donc je rends hommage à nos mers et océans et aux créatures qui l'habitent. Et donc des cérémonies près du fleuve, parce que la cérémonie en eau douce est une cérémonie très réparatrice aussi et qui vous ramène en fait beaucoup à vos émotions et autant l'eau salée si vous voulez, puis l'énergie de la mer, puis l'iode va vous donner de la vitalité, de l'énergie, autant l'eau douce va vous aider à nettoyer un petit peu tous ces aspects de tristesse, de dépression, quand vous cherchez quelque chose. Et bien sûr, nous faisons des cérémonies du feu, hein, parce que nous travaillons avec tous les éléments, clôturée par une cérémonie de cacao. Le cacao au Brésil est un cacao merveilleux, pour moi le meilleur cacao du monde, où là c'est une cérémonie très douce qui va vous amener à vous ramener vers votre cœur. Mais on en mange? Non. Alors non, c'est préparé en liquide, hein, comme si vous preniez, nous bien sûr les Européens nous l'avons un petit peu modifié en chocolat chaud, mais c'est du cacao, de la poudre de cacao qui est mélangée avec de l'eau et qui est bu légèrement tiède, mais qui est préparé pendant des heures en chantant. Avec certains épices. Il n'y a absolument rien d'hallucinogène, hein, c'est du cacao pur avec certains épices, mais l'infusion d'énergie avec les intentions qui est mise dedans, d'amour pur, fait que quand vous buvez ce cacao et que vous êtes avec le tambour et que vous chantez, vous allez avoir un sentiment de douceur tellement extrême qui vous envahit que pour la première fois de votre vie, vous allez vivre ce que j'appelle la compassion totale envers vous-même. Wow. Le pardon total envers vous-même et envers les autres. C'est une réconciliation avec soi-même. Voilà, c'est pour ça que je souhaite l'appeler la réconciliation. Et lorsque vous êtes réconcilié avec vous-même, il est bien plus facile
de vous réconcilier avec les autres. Aime-toi toi-même avant de commencer à aimer les autres. Exactement. Bien sûr. Et puis, bien sûr, vous pouvez venir aussi à un stage qui va être très transformateur. Mais ce que nous allons offrir avec ma collègue qui s'appelle d'ailleurs Brisa Alegre, qui veut dire la brise joyeuse. Donc, vous voyez, vous êtes quand même entouré de joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Voilà. Ouais. C'est que nous allons offrir un suivi aussi. Hein, après, parce qu'il est important, et ça je tiens à le rappeler, j'ai rencontré beaucoup de jeunes en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, qui viennent à ces stages, qui font des cérémonies d'ayahuasca ou de cacao ou de râpé ou ce que vous voulez, qui sont là et qui ensuite sont lâchés dans la nature et qui ne savent plus du tout après. Et débrouille-toi avec ça. Voilà, comment gérer leurs émotions, comment gérer les douleurs dans le corps, etc. Donc, parce que la cérémonie de cacao, il peut y avoir des douleurs aussi? Les douleurs que vous allez avoir, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle en portugais une catharsis. Une catharsis, ça veut dire que d'un seul coup, toute l'anxiété, la tristesse que vous portiez depuis des générations va sortir, puis vous vous mettez à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Wow. Hein. Donc nous, quand on est là, on va faire le travail pour nettoyer l'énergie et puis vous allez vous sentir bien mieux, vous allez vous sentir libéré. Mais cette crise de pleurs peut éventuellement, peut-être, en général au moment des cérémonies, vous allez libérer quand même beaucoup de choses. Et puis comme moi, je tiens aussi à rappeler que je travaille seule en faisant des sessions privées, mais que je travaille toujours donc avec d'autres chamans et que nous encadrons les gens. Hein. 2 ou plus en mon nom font des miracles. Donc, vous encadrez pendant les cérémonies, pendant le stage, mais au moins, je pense qu'on va offrir 3 semaines à 3 mois après, suivant la personne d'accompagnement, pour qu'il y ait un relais. Vous avez une question, il m'arrive ça dans ma vie, et comment je gère? Et donc, nous serons là un petit peu, si vous voulez, pas en tant que maman, hein, mais en tant qu'accompagnateur bienveillant, parce que nous sommes à un moment charnière, Marc, de l'ère du Verseau. C'est maintenant ou jamais qu'il faut que ce cœur de l'humanité s'ouvre. Et lorsqu'un cœur s'ouvre, lorsqu'il expulse toute sa tristesse qu'il a en lui depuis des générations et des générations, puisqu'on porte en nous des blessures dont on n'a même pas idée, vous pouvez porter en vous des blessures de votre arrière-grand-père et arrière-grand-mère, vous ne savez même pas que vous les portez. Donc quand c'est soulagé, quand c'est libéré, vous allez rentrer chez vous, votre présence énergétique, votre aura, hein, imaginez une bulle autour de vous qui fait à peu près 2 mètres, donc là on se touche à peu près en aura, mais cette bulle elle va toucher vos parents, vos frères, vos sœurs, vos collègues. Et donc, ces gens-là vont être impactés aussi. Bien sûr. Et là, vous allez être confronté à des réactions de personnes que vous aimez et que vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, oh là, mais cette personne, elle s'est mise super en colère avec moi, ou elle ne veut plus me voir, ou alors elle s'est mise à pleurer, elle est angoissée. Parce qu'en fait, le simple fait que vous soyez à nouveau dans votre essence, dans votre cœur, votre présence va impacter les autres et va commencer le processus de guérison, ce qui est la magie, ce qui a été la magie au Grand Rex avec l'événement d'Arnaud Rioux dimanche dernier. Vous avez vu cet égrégore en plein Paris. Extraordinaire. Cette réverbération, chaque personne qui était là va maintenant réverbérer, comment dire, cette petite touche. Oui, c'est ça, on propage. Voilà, on propage. Une propagation qui est magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pour les sessions au Brésil. Oui. Donc c'est entre mars et octobre 2024. 2024, exactement. D'accord, donc il y a plusieurs sessions comme ça. On va faire des sessions à chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. Donc vous aurez une semaine autour de la nouvelle lune, une semaine autour de la pleine lune, sachant que les nouvelles lunes, en général, sont très bonnes pour poser de nouvelles intentions. Par exemple, vous êtes en période de transition. Vous allez changer de boulot, vous allez changer peut-être d'emplacement géographique ou de partenaire. Le moment de la nouvelle lune est très bon pour planter des graines. D'ailleurs, aujourd'hui, je tiens à rappeler que c'est Imbolc. En celte, on fêtait Imbolc et c'est une très bonne journée pour planter des graines avec des nouvelles intentions pour les prochains 6 mois. Bon, allons-y. Et la pleine lune, hein, ou les équinoxes ou les solstices sont très bons là pour le transgénérationnel. Quand vous dites, là, j'en peux plus, hein, avec mes parents ou avec mes frères, mes sœurs, on a des traumatismes, des abus dans la famille, etc. Je veux libérer ça.
La pleine lune. Donc on proposera à chaque fois une semaine autour de ces dates clés, qui sont des dates clés qui nous aident, nous, en tant que chamans, à vraiment avoir une phase de guérison optimale. Alors, ça c'est pour le Brésil. On va mettre les liens évidemment pour que vous puissiez rentrer en contact avec Violetta directement en dessous de cette vidéo. Vous aurez tout ce qu'il faut. En France, parce que le Brésil c'est quand même pas la porte à côté, c'est aussi un budget. Donc il est évident que tout le monde ne pourra pas s'offrir cela. En revanche, vous faites la même chose en France? Oui, en France. Alors, j'espère venir aussi avec mes collègues brésiliens, parce que ça serait vraiment, ce serait vraiment un plus. Vous allez faire ça où? Je cherche un endroit, un lieu qui serait faire chouette. Ça au moulin d'Arnaud. Eh bien justement, alors je lance... je lance une offre. J'aimerais beaucoup, éventuellement, effectivement, travailler avec Arnaud, puisqu'il a déjà cette connexion avec le Brésil, cette connexion dans ma pratique. Nous sommes liés par la pratique aussi. Mais ça peut être ailleurs aussi. J'ai rencontré plusieurs personnes dans l'Aveyron, par exemple, qui sont des lieux très purs dans la nature. Mais ça peut être aussi aux alentours de Paris, parce que nous avons beaucoup de Parisiens. Et beaucoup de gens peut-être qui souffrent justement de ces symptômes d'anxiété, de dépression, etc. Donc ça peut être un lieu... Qu'est-ce qu'il vous faut en fait? Il vous faut de l'espace, des forêts, il vous faut... Ce qu'il me faut, c'est plutôt une grande maison avec un grand jardin. Ça peut être un grand jardin parce qu'il est très important que les gens aient les pieds sur la terre quand nous faisons ce qu'on appelle en français de la transmuation ou de la transmutation. Et en étant violette, je transmute avec ce qu'on appelle la flamme violette, qui est quand même très puissante. D'ailleurs, quand je travaille avec le feu devient souvent violet lui-même. Donc, il faut qu'on ait un élément terre pour que vous voyez qu'en fait, quand vous avez un éclair, le tonnerre, l'éclair, la transmutation chamanique peut faire ça. Donc, il faut que ça repasse par la terre et que ce soit transmuté par les éléments. Donc, ça, c'est novembre 2024. Novembre 2024 et éventuellement jusque, j'espère, au printemps 2025. Bon, en tout cas, si ça se fait à l'extérieur, novembre, ça caille un peu quand même. Alors, on optera plus pour le printemps 2025, je pense. Vous avez perdu la notion des saisons en étant en permanence à 30 degrés au Brésil. C'est vrai. Donc, il y a un petit décalage. C'est vraiment passionnant, Violetta. Votre parcours de vie est fascinant. Et je vais vous dire un truc, on sent que vous ne mentez pas. Ah, merci. Je vous assure, ainsi soit-il. Ça se sent et on sent la sincérité, on sent cette joie de vivre incarnée, qui est d'ailleurs très, je veux dire, la transition avec ce qu'on a à Paris là. On se dit waouh, mais d'où elle vient? D'où elle vient? Je viens d'une autre planète. Oui, vous avez un petit côté pop it up. Ah, merci. Qui fait que ça peut surprendre. Vous voyez, ça peut surprendre, ça peut perturber les gens. Ça peut perturber, oui, bien sûr. Et oui, mais c'est ce qu'on appelle aussi le profond travail sur soi. Et puis la volonté de rester à cette fréquence. Parce que la fréquence de l'amour, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Dalai Lama, mais j'ai eu la chance de le voir à Washington. Le Dalai Lama, il sourit, il fait des blagues tout le temps, il rit tout le temps. Et donc sur la pyramide des émotions, vous avez la culpabilité en bas. Vous avez l'amour pratiquement en haut, mais la fréquence suprême, c'est la joie. Alors bien sûr que je suis humaine, que de temps en temps, des choses vont m'embêter, pour ne pas dire autre chose, des gens vont m'embêter, mais j'arrive tout de suite à faire, comme on dit en anglais, le switch. Vous voyez, j'appuie sur mon interrupteur interne. Bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous avez dit un truc intéressant, la joie est au-dessus de l'amour? Oui, je pense que... Même, je ne suis pas férue en pratique bouddhiste, mais quand vous rencontrez des moines bouddhistes, ils sourient. J'ai suivi les pratiques de Thich Nhat Hanh, qui a son centre à Plum Village. Pardon. Vous les voyez sourire. C'est un état de ce qu'on appelle le contentement. Le contentement, c'est, vous voyez, le Bouddha derrière vous. Voilà, c'est un léger sourire. C'est ce que disait, d'ailleurs, on revient à ça parce qu'on est encore un peu imprégné de cet événement du Grand Rex avec Arnaud Rioux. Dans Etugan, il le dit, ces gens qui passent leur temps, qui n'ont rien. Ils n'ont rien, ces enfants qui jouent avec 3 fois rien et qui pourtant sont heureux. Exact. Ils sont en permanence joyeux, ils ont le sourire en permanence. C'est vraiment une leçon de vie pour nous quand même. La grande leçon de vie, c'est ça. En passant chez mes amis et dans ma famille, ils m'ont dit, mais comment tu fais? Oui, c'est ce qu'on a envie. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Pour vivre avec 2 valises, je vous dis, écoutez, plus vous retournez à la simplicité,
plus vous retournez vers vous-même et plus en fait vous allez apprécier les moments simples et la beauté du monde, tout simplement. Voilà. Je vais vous dire, c'est presque fatigant parce que vous avez tellement raison. Merci. C'est presque fatigant parce que c'est là où on se dit, t'as du travail, mon garçon. Oui, mais alors, vous voyez Marc, je vais vous dire quelque chose. Dites-moi. N'utilisez pas le mot travail. Ouais, ok. D'accord? Ouais. Il faut que ce soit quelque chose qui soit sympa. Allez, aujourd'hui, je vais me faire une petite pratique sympa pour moi. Qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait plaisir? Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme, hein, attention. Quand je veux faire quelque chose qui va me faire plaisir, d'ailleurs, je vois le Rubik's Cube ici, et bien en fait, imaginez votre vie, votre chemin de parcours, vous êtes là, vous cherchez la combinaison. Hein, vous tournez ce Rubik's Cube, clac, ah bah là je me sens un petit peu mieux avec cette combinaison-là. Clac, ah bah là ça va beaucoup mieux. Jusqu'à trouver la combinaison finale. Mais comme disent les Américains, we're a work in progress, hein, on est toujours en train de progresser. Et moi la première, je n'ai pas encore atteint le nirvana, sinon je ne serais pas ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais bien sûr. Mais que répondez-vous, et pour terminer, parce que je vous garderai des heures, mais que répondez-vous justement à ces personnes qui n'arrivent même pas à faire ce working progress, là, comme vous dites, c'est-à-dire ce petit pas à pas qui fait qu'on avance comme ça tranquillement. Ben moi, je vous Si dis vous n'arrivez pas à le simplement, faire, respirez. La plupart des humains que je rencontre ont oublié leur respiration intrinsèque, c'est-à-dire ce qu'on a fait avec Frédéric Janssen, Thierry Janssen, pardon. Prenez une inspiration à partir du ventre, comme font les petits-enfants. Expirez, mais en faisant un... En fait, vous imaginez, on est tous des miroirs, hein, les uns des autres, c'est pour ça que j'ai ce tolley. Vous mettez un miroir devant vous, vous vous regardez tous les matins. Hein. Voilà, je me regarde tous les matins. Blanche-Neige, le message subliminal. Miroir, dis-moi que je suis belle. Mais c'est exactement ça. Miroir, dis-moi que je suis beau. Miroir, dis-moi que je suis belle. Je t'aime. Essayez de commencer par ça, par verbaliser je t'aime. Et il est fort possible qu'au début, vous allez commencer à pleurer. Quand vous allez prononcer vous-même à votre miroir, je t'aime. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, vous vous parlez à vous, à votre petit enfant, à votre petit Marc, ou moi, je me parle à la petite Violetta. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire aujourd'hui? Alors, bien sûr, on a ce qu'on appelle la to-do list. Hein. Alors, faire ci, faire ci, faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour être dans l'être? Hein? C'est-à-dire, laissons de côté un petit peu le faire et soyons dans l'être. Je suis le numéro 1 de ma vie. I'm the number 1 of my life. Je trouve qu'en anglais, c'est bien percutant. Donc, je m'occupe de moi en premier. Hein, je remplis. Imaginez que là, cette tasse, elle est là dans mon cœur. Là, elle est à moitié pleine. Est-ce que je vais vivre intéressant avec la tasse de mon cœur à moitié pleine ou à moitié vide? Comment je vais regarder cette tasse? Vous voyez? Donc, tous les matins, posez-vous cette question. Quelle est la petite chose? Et ça peut être tout simplement, bah tiens, aujourd'hui, je ne vais pas prendre du café, je vais essayer un thé. Et essayer des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Je ne vais pas prendre ce chemin-là, je vais faire un petit détour et je vais expérimenter, voir ce qui va m'arriver. Et donc, quand vous rentrez dans cette simplicité, cette beauté de la vie, l'innocence. Regardez les enfants. Pourquoi je passe du temps dans les squares dans Paris et que je joue à cache-cache avec les enfants? Les parents me regardent hallucinés. Ah oui. Et ils me disent, mais si la dame, elle est très rigolote, là, elle joue avec nous, elle touche les arbres. Et elle sait ce qu'il y a dans les arbres. Et en fait, j'arrive à communiquer avec ces enfants parce qu'ils ont l'innocence du cœur. Totalement. Donc voilà, jouer avec la vie. Puis vous savez, on est humain, mais on est là pour jouer. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Donc la joie, c'est ça. Même s'il nous arrive des trucs pas sympas, bon, honnêtement, dans l'éternité du temps, Marc, on est là combien de temps? Je suis d'accord avec vous, mais à chaque fois, pardon, mais je suis d'accord avec vous, mais à l'heure où on enregistre l'émission, il y a toute cette souffrance incroyable des agriculteurs. Oui.
Est-ce que vous pourriez tenir le discours que vous venez de tenir là face à ces agriculteurs qui vivent avec rien et qui souffrent autant? Ah ben, j'en ai vu beaucoup, hein, là, je me suis déplacée dans les campagnes, Est-ce etc. que vous pouvez leur dire, oui, mais sur l'échelle de l'humanité, franchement, ce que vous vivez là, c'est rien? Mais On ne non, peut bah, pas leur tenir bien ce discours-là. Bien sûr qu'il y a de la souffrance parce qu'on a tous besoin en tant qu'humains d'un toit, de vêtements et de nourriture. Bien sûr. Et puis l'agriculture, c'est quand même quelque chose de noble. Et moi, je remercie tous les jours. Donc je dis, ça commence d'abord par éprouver de la gratitude. Alors les agriculteurs, au début de leur chaîne, je pense qu'en général, sont certainement les personnes qui éprouvent et qui manifestent le plus de gratitude, puisqu'ils sont là avec les animaux, ils sont là avec la terre, pesticides ou pas pesticides. Mais les agriculteurs sont des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup trop. Et moi, ce que je leur dirais, quand je suis passée dans certaines fermes, je vais dans leur cuisine, en général, ils sont dans leur cuisine. Je leur dis, bon, alors on va s'asseoir là, puis on va regarder une petite vidéo de 5 minutes drôle. Et on rit. Et on rit et on éclate de rire. Donc moi, je dis, si vous voulez vous soulager un petit peu de votre souffrance, revenez chez vous, rentrez le soir, trouvez-vous un comique sur YouTube. Je le fais régulièrement. Je le fais aussi. Et je me mets, ne serait-ce que 5 minutes pour rire. Je suis d'accord avec vous. Quand la pression est trop intense, voilà. On va chercher un petit dérivatif là où on se dit, vas-y, mets-moi un truc qui me fasse rire là parce que j'en ai besoin. Et puis respirer. Et puis pour tous ceux qui ont des animaux domestiques, caressez votre chien, votre chat. Donc quand on est à la campagne, les agriculteurs pour certains, et là je ne pose aucun jugement, je vous aime messieurs, mesdames les agriculteurs, parce que moi je bénis la terre tous les jours et je révère la terre tous les jours, et surtout je ne commence jamais mon repas ou je ne bois jamais rien sans remercier. Donc vous avez vu, là, quand j'ai pris le thé, je remercie jusqu'à l'origine de la personne qui a cultivé cet aliment, qui a mis cette graine, parce que on est tous interconnectés, on fait tous partie de cette chaîne. Quelle sagesse. Donc respirons, et même vous, messieurs les agriculteurs, rentrez chez vous, allez toucher un arbre près de chez vous, accroupissez-vous, allongez-vous dans la terre et dites à cette terre, merci d'être là, merci de me nourrir, merci de nourrir des millions de gens. Même si ça ne réglera pas leurs problèmes tout de suite. Mais associez-vous aussi peut-être en petite communauté, vous voyez. Alors ça, je suis bien d'accord, j'en ai parlé il n'y a pas plus tard, je me dis, mais enfin, faites des regroupements pour vendre directement et ne plus passer par des intermédiaires. Au Brésil, c'est ce qui se fait. L'État où je vis, Rio Grande do Sul, vous n'avez maintenant que des petites coopératives, vous n'avez pas ces grandes corporations qui travaillent entre eux. Et moi, je peux aller jeter mes fruits et légumes directement chez le producteur. Voilà. Merci infiniment, Violetta. Merci à toi, Marc. C'est magnifique, vous êtes une belle personne. Merci Marc, au plaisir de partager. Ça me touche profondément. Et on mettra autour de cette vidéo évidemment l'intégralité des liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Violetta et d'avoir toutes les infos si vous souhaitez aller au Brésil. Au Brésil, ou me retrouver, alors certainement je pense plus 2025 printemps, la façon dont ça se goupille. Mais je risque d'être là pour le lancement de mon livre à l'automne en France. Revenez nous en parler. Je vais peut-être aller chez mes amis québécois. Au Québec et ensuite venir en France pour le livre. Et puis là, on lancera les événements pour le printemps 2025. Vous ferez du Brésil au tabernacle. Voilà, exactement. On passe de l'un à l'autre. Voilà. Merci Violetta. Merci beaucoup Marc. Merci infiniment, Marc. Quel bonheur de vous avoir. Allez, on se retrouve très vite. Vous commentez, vous partagez et vous nous dites précisément ce que vous avez ressenti en écoutant Violetta. À très bientôt. Salut. Merci.